Merci de suivre votre émission, nouveau numéro sur ces plateaux spéciaux, vous l'avez constaté. J'y reçois spécialement un cadre, disons-le. Il s'appelle Fidel Senga, il est politologue et coordonnateur national des actions citoyennes pour les développements. Ensemble avec lui aujourd'hui, nous allons tailler bavette par rapport à tout ce qu'il y a comme question d'actualité en République démocratique du Congo, en commençant à la situation sécuritaire à l'est du pays. On va faire un petit retour dans la défection entre le départ de quelques proches de Félix Antoine Tshisekedi, évaluation sur le gouvernement Saman Kondé et d'autres questions viendront au cours de cette émission. Je rappelle également qu'il est au cadre de la province du Haut-Lomami, notable, et il peut parler au nom de cette province sur ces plateaux. Fidel Senga, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de FCC. Aujourd'hui, quel est l'état actuel de votre recrutement politique? D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Je pense que, certes, cadre du FCC, mais ici, je viens en tant que républicain, je viens au nom de ma structure, qui est la CD, l'Action citoyenne pour le développement. Donc, je viens plus parler au nom de ça. Je n'engage pas le FCC, je ne suis ni le communicateur du FCC et je ne suis ni dans aucune structure du FCC. Donc, je me sens très dans ma peau de coordonnateur national de l'ACD. Qu'est-ce qui justifie ces débats? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle du FCC? Justement parce que toute structure politique, j'estime qu'il y a toujours eu des personnalités et des personnes habilitées à parler au nom. Et moi, je ne suis pas communicateur du FCC. C'est pourquoi je préfère parler au nom de ma structure citoyenne que je coordonne, que j'ai mis désormais en place. Donc, l'ACD, c'est une structure qui est désormais mise en place au niveau de notre pays et qui regorge toutes les personnalités, bien sûr, politiques, surtout les jeunes, qui voudront mieux s'exprimer dans un esprit républicain, c'est-à-dire des paysans un peu, soit des habillés de toute appartenance politique. Donc, au sein de l'ACD, j'aimerais que ce soit cette structure qui va plus parler de la République, sans complaisance et sans parti pris. Parce que vous voulez qu'on parle de la République, est-ce qu'on peut d'abord revenir sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays? Il y a eu l'incursion de M23. Le gouvernement congolais a accusé le Rwanda de soutenir de manière non officielle le M23. Vous, en tant que structure des jeunes pour des actions qui concernent le développement de la République, on ne peut pas parler du développement quand il y a la guerre. Comment est-ce que vous avez analysé la situation sécuritaire ou l'état des lieux de tout ce qu'il y a comme problème à l'est du pays? Merci beaucoup, Daniel. Vous savez, l'est du pays, c'est l'une des parties intégrantes de la République démocratique du Congo. C'est comme le corps humain. Quand une partie du corps est affectée, automatiquement, ça anéantit le fonctionnement de l'ensemble du corps. C'est comme un système encore. Comme vous connaissez bien, on définit le système comme un ensemble d'éléments liés les uns des autres à telle enseigne que si l'un des éléments quitte du système, l'ensemble du système est déséquilibré. C'est ça aussi cette situation qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, l'Est du pays est attaqué, c'est toute la République démocratique du Congo est attaquée. Nous, en tant que républicains, nous ne pouvons pas vraiment soutenir ou combattre les actions qui sont entreprises par le gouvernement pour éradiquer cette incursion, et c'est condamnable. Vous avez parlé que le gouvernement de la République a accusé de manière non officielle. Non, c'est officiel parce qu'il y a eu des preuves
à la veille de l'acquisition, je pense qu'on avait même attrapé des militaires rwandais qu'on avait ensemble avec vous suivis dans les réseaux sociaux. Mais dommage qu'ils ont été relâchés après les petits entretiens qu'il y a eu entre le président Félix Tshisekedi et Kagame au niveau de l'Angola. Et c'est là où on avait demandé qu'on puisse relâcher. Et là, moi, je n'avais pas peut-être concédé ou soit consenti à cette façon de faire les choses. Il fallait qu'on puisse garder ces deux militaires rwandais parmi de preuves. Il est aujourd'hui clairement établi que le Rwanda soutient et est en train d'armer le M23. Donc aujourd'hui, notre pays n'est pas seulement attaqué par le M23, mais notre pays est attaqué par un pays étranger. Et ça demande la mobilisation sociale, la mobilisation de tous les Congolais pour préserver la paix dans cette partie. Parce que vous imaginez, bon nombre de politiques aujourd'hui, le regard tourné vers les élections de 2023, bientôt là. Mais il y a des évidences qu'il ne faut pas remettre en cause. Si aujourd'hui une partie de l'Est du pays est arrachée officiellement et annexée par exemple au Rwanda, même si on organisait les élections en 2023, celui qui viendra, vous verrez qu'au lieu de s'occuper des problèmes liés au quotidien du peuple congolais, il viendra d'abord pour régler encore la situation sécuritaire dans l'Est. D'où, en tant que républicain, c'est pourquoi j'ai parlé que l'ACD va plus militer à travers des actions citoyennes dans un esprit républicain pour soutenir tout ce qui relève du gouvernement et qui tendrait un tout petit peu à préserver l'intégrité de notre territoire. Parce que... Vous n'êtes pas membre de l'Union sacrée. Vous dites? Vous n'êtes pas membre de l'Union sacrée. Votre structure. Non, ma structure, je ne suis ni de gauche ni de droite. Ma structure elle est centrée sur le centre. Donc, je ne me sens pas membre de l'Union sacrée. Et jusque-là, je ne me sens pas non plus du FCC. Dans le cadre de ma structure, je suis indépendant dans mes réflexions. Je suis républicain. Je parle comme tout Congolais. Voilà. Alors, revenons sur la sécurité. Il y a des manifestations et lors du passage de l'ancien, pas l'ancien, du professeur Modeste Bahati à Goma. Il a posé la question à la population pour savoir qui voulait normalement que la MONUSCO quitte les pays. La population a manifesté la volonté sur le départ de la MONUSCO. Après d'avoir parlé, échangé avec la population, son départ de Goma, la population est entrée dans la rue pour exiger le départ de la MONUSCO. Vous êtes une structure qui encadre les jeunes. D'après tout ce qu'il y a eu comme manifestation anti-MONUSCO, quel est votre point de vue? Merci beaucoup. Au-delà de parler de ma structure, j'analyse aussi en tant que politologue. Je pense que cet acte, ce discours tenu par le professeur Modeste Bahati Lukwebo et les incidences qui s'en est suivi, je pense que nous ont poussé, nous, en tant que politologues, de réfléchir un peu beaucoup. Et politiquement, l'explication qu'on peut donner à ces phénomènes, c'est-à-dire les discours, si on concilie les discours, et la réaction de la population à l'appel des Bahati Lukwebo, cela peut paraître politiquement que il y a une tendance, une opinion peut penser que cela démontre la force de monsieur, du sénateur Bahati Lukwebo. Parce que c'est lui, j'ai tendance de voir dans les réseaux sociaux, on dit que c'est Bahati qui a appelé et la population a répondu. Et la population a répondu. Et par contre, ça paraît comme un signe de bravoure. Ça lui fait ressortir dans l'opinion comme étant un grand leader parce que la population a répondu à l'appel qu'il a lancé. Pourtant, ce n'est pas ça. D'après moi, nos politiciens congolais doivent plus être responsables dans les actes qu'ils posent aujourd'hui. Il n'est pas utilisé peut-être par Félix Tshisekedi pour manipuler parce que selon Machiavel, il dit qu'un bon dirigeant est celui qui utilise les subalternes pour prendre
des décisions impopulaires enfin d'apparaître comme un sapeur-pompier dans le cas des réactions des problèmes. C'est-à-dire que vous ne voyez pas que peut-être Philippe Tshisekedi, le gouvernement congolais, voulait réagir derrière Bati Mbego pour que tout ce qui a comme trouble aujourd'hui puisse arriver enfin de déclencher le départ de la MONUSCO de manière solennelle. Il est vrai que devant certaines revendications d'ordre comme ce qui se passe à l'Est, le gouvernement peut utiliser cette méthode. Le gouvernement peut utiliser la population. D'ailleurs, c'est de leur droit. Mais je ne pense pas non plus que le président, on le voit tous, acharné, nuit et jour, pour éradiquer cette situation qui, en quelque sorte, dépasse tout Congolais, puisse encore utiliser une stratégie qui les place encore un tout petit peu, qui place le gouvernement dont il est chef lui-même en difficulté. Donc ça, j'estime que pour revenir au discours du sénateur Bati, c'était un discours un tout petit peu populiste. Nos politiciens congolais doivent arrêter avec tout ce qui relève des discours populistes. J'estime que ces discours-là, ça a incité aussi en quelque sorte la population à se soulever. Mais je ne suis pas contre ces soulèvements parce que les revendications de la population de l'Est sont miennes, mais la manière de revendiquer. Encore que la République démocratique du Congo, nous devons les reconnaître, est membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'ONU. Et donc, même si on doit revendiquer, ce n'est pas la RDC d'abord qui avait décidé que la MONUSCO puisse venir ici. Étant donné que nous sommes membres de cette organisation, il y avait une résolution. Et la MONUSCO va quitter notre sol par une autre résolution. Et il ne faudrait pas jeter en pâture que la présence de la MONUSCO ici n'a pas produit toujours des fruits. Il y a des moments, ça fait déjà presque 22 ans, je pense, ils sont ici depuis 1999, qui sont ici. Il y a des moments, quand vous parcourez l'histoire politique de ces pays, où la MONUSCO, sans elle, ces pays devaient être scindés même par 4. Mais parce que la MONUSCO était là, parce que les gens voient seulement la guerre de l'Est. Non, mais ce fidélisme... Moi, je suis... non, écoutez-moi. Non. Écoutez-moi. Vous savez, un intellectuel ne doit pas avoir des réponses directes. C'est-à-dire, je suis pour, ou non, je suis contre. Non, ça, c'est pas, surtout qu'un politologue. Ça, c'est pas la réponse d'un politologue. D'une part, je suis pour le départ de la MONUSCO. Et je suis peut-être, mais je ne suis pas pour la manière dont nous voulons faire partir la MONUSCO. De manière non concertée, de manière non organisée. La MONUSCO n'a pas seulement évolué au niveau de l'Est. Je pense que pour ceux qui connaissent bien les Katanga, il y avait les seigneurs de guerre, Gédéon. Il y avait ce qu'on appelait triangle de la mort. Mitwaba, Pueto, et je pense et Tanganyika, quelque chose comme ça. Moba. C'était cet espace qu'on appelait triangle de la mort. Et c'était difficile de maîtriser ces seigneurs de guerre, Gédéon. Vous connaissez bien les exactions que ce monsieur a posées et qui pèsent encore sur lui jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il ait évadé. Mais la première fois que Gédéon s'était rendu, ce n'était pas parce que nos forces armées, qui sont du reste forts, loyales, avaient fait en sorte qu'ils puissent se rendre, mais c'était grâce à la médiation de la MONUSCO. C'était grâce à l'appui matériel de la MONUSCO. MONUC, d'ailleurs, à l'époque. Il n'y a pas seulement là-bas. Il y a eu à Kamina, il y a eu des problèmes, des troubles. La MONUSCO a intervenu. Aujourd'hui, c'est vrai que la MONUSCO a démontré ses limites. Déjà, les réactions de la population démontrent que, en tout cas, la MONUSCO a démontré ses limites. Mais suivons la logique des choses. Vous voyez même quand la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne avec le Brexit, quand on s'adhère dans une organisation internationale, on n'y sort pas comme on a adhéré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui ont déjà émis
des avis de se retirer de la CPI. Hein, de la CPI. Mais ça prend le temps. Il faut attendre plus de 3 ans, 2 fois. Et à l'ONU, c'est de même. Et il faut éviter de rompre les rapports diplomatiques à ces jours. Surtout que nous sommes à la veille des élections, nous ne devons pas encore envenimer la situation. Ok, peut-être avant de passer à autre chose, je voudrais regarder la réaction de la MONUSCO lors de l'incident de Kassini. On qualifie l'incident des... Donc, quand ce sont les Congolais qui meurent, on parle de l'incident, mais si c'est les casques bleus, là, ils qualifient la situation des crimes contre l'humanité. Donc, si c'est les Congolais, là, il n'y a pas de problème, mais si ce sont les casques bleus, là, ce sont des crimes. Pourquoi cette manière de voir les choses? Bon, je pense que c'est une mauvaise communication de la part de la MONUSCO. Et ce sont des actes qu'on ne peut pas soutenir, que nous condamnons avec la dernière énergie. Je pense que la MONUSCO, qui est censée protéger la population, qui a comme mission primordiale de préserver la paix, mais s'érige en quelque sorte en ennemi de la population pour laquelle elle est censée assurer la sécurité. Et je pense que ça devient inquiétant. Et c'est parmi, encore une fois de plus, des motivations qui vont encore inciter la population à se dresser contre elle. Parce qu'aujourd'hui, la population est en train de se dresser contre elle. Mais je demande seulement, personnellement, à la population de ne pas se laisser manipuler par le politicien. Ici, par exemple, pour moi, la manière, ou soit ma façon de paraphraser, j'avais suivi les discours, il y avait des politiciens qui sont partis récemment dans la province de la Chopo. Il y avait l'un qui avait tenu un discours qui avait un peu envenimé la situation de l'Est, où en quelque sorte il jetait des attaques sur ceux qui nous gouvernent. Ceux qui nous dirigent n'ont pas toujours des bons actes, ils ne posent pas toujours des actes peut-être qui correspondent aux aspirations de la population. Mais face à la question de l'Est, je pense que qu'on soit du FCC, qu'on soit de l'Union sacrée, qu'on soit de la MOUCA, qu'on soit des ensembles, nous devons soutenir les actions du président de la République. Parce que le pays n'a qu'un seul chef de l'État. Demain, s'il est réélu, il sera encore le seul. Si c'est encore un autre sur la situation de l'Est du pays, je demande à la population, toutes tendances confondues, de soutenir des actions qui sont entreprises par ceux qui nous gouvernent. Mais faut-il aussi que ces actions puissent être, soit puissent correspondre aux besoins et aux aspirations de la population. Vous avez appelé la population à soutenir les activités du chef de l'État? Pas les activités. Je n'ai pas dit de soutenir les activités, parce que chacun a sa façon, a sa lecture dans la gouvernance du président de la République. Mais j'ai dit, sur la gouvernance sécuritaire, particulièrement de l'Est, je pense qu'il mérite les soutiens populaires. Très bien. Pour clôturer l'affaire MONUSCO, hier, le chef de l'État a tenu une réunion avec quelques membres du gouvernement où il a instruit au gouvernement congolais d'entreprendre, d'avoir une réunion ou bien mettre une commission en place pour évaluer la présence de la MONUSCO et son départ. Vous, en tant que politologue, qu'est-ce que vous proposez à l'autorité publique? Parce que vous avez invité la population à soutenir la FARDC, à soutenir l'idée de mettre fin à la guerre au gouvernement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je pense que c'est la norme maintenant qu'il a commencé le chef de l'État. Un gouvernant ne gouverne pas sur fond de la clameur publique. Mais il ne peut pas non plus prendre des décisions qui passent totalement à l'encontre avec la clameur publique, c'est que la population réclame. J'estime que le président, il a entamé maintenant la phase normale, prévue. Parce que vous savez, la MONUSCO ne peut pas seulement se réveiller d'un matin comme ça, prendre des bagages et rentrer, partir. Non. Il y a des étapes. Notamment, ils doivent faire l'état des lieux. Depuis que nous sommes venus ici, parmi les missions qu'on nous avait attribuées, quelles sont les missions qu'on a accomplies? Quelles sont les missions qu'on n'a pas accomplies? Cela ne doit pas être fait uniquement par la MONUSCO. Cela doit être fait par la MONUSCO en concert avec les experts du gouvernement. Donc il y a l'état des lieux. Il y a
qu'on peut bien appeler avec aisance comme étant évaluation. Et après ça, on va soumettre maintenant ces résultats, je pense, au Conseil de sécurité, au secrétaire général. Je pense que c'est la norme en principe. Mais à la MONUSCO, de gagner la confiance de la population. Parce que si déjà vous êtes au courant, vous êtes conscient que vous n'êtes plus digéré par la population, vous ne devez pas vous permettre de poser des actes comme ceux qu'ils ont posés les dimanches à Kassindi. Ça reste inadmissible, intolérable, et je pense que dans ces processus que le chef de l'État a entamé, d'après moi, il doit faire en sorte qu'il puisse convaincre ses interlocuteurs pour que, à l'amiable, ils puissent arriver à la conclusion de faire partir la MONUSCO. Mais que les départs de la MONUSCO ne puissent pas laisser de velléités diplomatiques avec notre pays. Voilà. Très bien. Nous passons à autre chose. Quand j'ai dit autre chose, c'est-à-dire, nous voulons qu'on parle un peu sur le gouvernement Samani Condé. Vous êtes politologue. Je ne vais pas vous appeler cadre diocésain. Vous êtes aujourd'hui coordonnateur des actions citoyennes de développement pour le développement. Pour le développement. Alors, je ne sais pas, comment vous évaluez le gouvernement Samani Condé? Il est tout à fait difficile. Il n'est pas aisé d'évaluer tout un gouvernement. Et je pense que je ne suis pas communicateur d'abord du gouvernement, mais je suis observateur par rapport au gouvernement. Mais parce que je suis acteur de développement, moi, ce qui m'intéresse dans les gouvernements, dans tous les gouvernements qui se succèdent, c'est les actions à impact visible, ce qui impacte sur le vécu quotidien de la population. J'estime que les gouvernements des warriors, il y a eu les hauts et les bas, mais les premiers ministres, qui du reste est jeune, ça j'apprécie, je félicite, dans un climat délétère, il a pu faire ce qu'il pouvait pour au moins satisfaire à quelques besoins de la population grâce aux quelques warriors qui répondent à la philosophie du programme de son gouvernement et à la vision du chef de l'État. Donc, il y a quand même des avancées significatives. Si. Après moi, il y a des avancées, il y a aussi des limites, il y a ce qui reste encore à faire. Alors, par rapport aux avancées, quels sont les ministères qu'ils ont impacté au courant ou durant ces 4 ans, bientôt 4 ans, dans les 3 ans de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'ici avec son gouvernement qui n'a pas encore 2 ans? Je me suis toujours intéressé, vous m'appelez politologue, j'ai ma spécialité en sciences administratives, c'est ce que j'avais fait. Donc j'avais fait les sciences politiques et administratives avec comme spécialité sciences administratives. Moi, dans les gouvernements, il y a quelques ministères qui m'intéressent, en l'occurrence particulièrement la fonction publique. Je ne peux pas peut-être parler des actions durant les 3 ans au niveau du ministère de la fonction publique, mais au moins, plus je parlais, il y a quelques avancées, c'est plus avec l'actuel vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Quand on étudie un peu, on essaie de voir son secteur, on essaie d'analyser l'activité dans la fonction publique ou les activités dans la fonction publique. Il y a lieu de confirmer qu'il y a des avancées par rapport à ses prédécesseurs. Il a essayé quand même d'apporter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire quoi apporter sa pierre? Il faut être un peu très clair. Quelles sont les actions que vous pouvez retenir aujourd'hui? Parmi les actions qui m'étiquent beaucoup, devinez-vous, il est arrivé. Il a placé d'abord la gestion de son ministère, soit son mandat, comme ministre de la fonction publique, sous les auspices du dialogue social. Ça, c'est très important dans le monde du travail, dans les secteurs qu'il gère. Pour lui, et comme pour le ministre du Travail, je pense que si le dialogue n'est pas au rendez-vous,
en tout cas, vous aurez toujours des problèmes avec des syndicalistes, des travailleurs, des fonctionnaires, les agents. Il y a des marches par-ci, par-là. Et il est effectivement, vous venez d'épingler une chose, il est arrivé dans un contexte où il y avait beaucoup de marches que son prédécesseur a laissées. Mais il est venu, par les dialogues, il a convaincu les agents et fonctionnaires publics de l'État et ils ont repris, je vais arriver partout là, et ils ont repris le travail et vous vous rendez compte que, en tout cas dans les secteurs qui relèvent de la sphère publique, il n'y a pas trop de marches, il n'y a pas trop de revendications, si bien qu'il y a récemment quelques médecins qui étaient dans la rue, qui du reste, il faut souligner, je me suis intéressé à cette situation, je ne sais pas, j'ai voulu comprendre, bien circonscrire leurs revendications, je ne parviens pas à comprendre parce que vous savez qu'ils ont des primes, et pas moins de 500 $. Tous les médecins, ils font partie des métiers qui sont le mieux rémunérés par notre gouvernement. Alors, ils doivent un peu mettre de l'eau dans le vin. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Après avoir placé son mandat sous les auspices du dialogue social, il s'est dit, et ça c'est important, et c'est ça même l'étape clé de toute réforme. Vous savez, ces pays, nous avons connu 3 réformes. Nous avons connu en 1970 une réforme, une réforme. Nous avons connu en 1981 une deuxième réforme de l'administration publique. Nous avons connu en 2003 une 3e réforme de l'administration publique. Mais vous connaissez les failles qui ont émaillé toutes ces réformes. Premièrement, le politicien entamait ces réformes sans consulter les concernés des réformes, des dites réformes, c'est-à-dire les fonctionnaires de l'État. Et il y avait aussi le manque de la connaissance de l'effectif. On ne peut pas procéder à une réforme, on ne peut pas vraiment arranger le secteur de la vie publique, des agents de la vie publique, si on ne connaît pas réellement le nombre exact des agents. Cette question, on la pose toujours à tous les ministres qui se succèdent au niveau de ce portefeuille-là. Ils ont toujours eu du mal à répondre. Mais je l'ai suivi récemment, quand il faisait son émission sur la rédévabilité. Bien qu'il n'a pas donné les nombres exhaustifs, mais au moins, il était capable de donner à la population les nombres exacts des agents que l'État prend en charge. Et ça, c'est un élément. C'est-à-dire, parmi les urgences, au-delà du dialogue social, il s'est donné aussi comme les motifs, d'après ce que je suis en train de voir, la connaissance effective du nombre des agents de l'État. C'est important. Et il s'est servi de quels moyens? Il a déployé les équipes en province. Et comme le service aussi central existe déjà, pour transmettre les données afin de constituer une base de référence. Et quand je l'ai suivi, il a dit après qu'on ait cette base de référence, ils vont maintenant prendre, ou il va prendre ces personnes-là pour le placer dans un système intégré. Vous, Daniel, vous êtes agent de la fonction publique. On écrit seulement votre nom, on sait identifier tout, et même votre régime matrimonial, vous êtes marié, vous avez autant d'enfants, vous étiez engagé en telle année, Et ces systèmes intégrés, ces systèmes intégrés permettra à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Non seulement ça, il a remplacé par la carte verte par des cartes biométriques. Ce processus est en cours. Ça a été fait à Lubumbashi, c'est venu d'être fait dans le Kasaï. Je pense que récemment, nous l'avions suivi dans la province de la Chopo, également au niveau de Bunia.
Et ça, nous ne pouvons que féliciter. Vous savez, moi, je suis l'enfant d'un fonctionnaire de l'État. Il y a difficulté de la prise en charge. Nous venions de suivre il y a pas 5 jours. Il a signé la convention Elikia qui doit permettre aux agents et fonctionnaires de l'État, en cas de mort, la prise en charge de tous les frais funéraires. Et nous, en tant que républicains, quand on voit tout... En tout cas, depuis, je ne peux pas dire depuis que moi j'ai grandi. Je peux prendre ma référence. Depuis que moi j'ai grandi, jusqu'à l'âge que j'ai maintenant, je n'ai pas encore vu ça. Moi-même, je suis fonctionnaire de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, mon papa, c'était un enseignant à Lumbashi. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première dans l'histoire. Dans ce secteur, il y a une augmentation de quelques pourcentages. Je pense que j'y arrive. Non seulement ça, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, il a trouvé le processus de la mise à la retraite était déjà bloqué, arrêté. Les personnes ne partent plus à la retraite. Mais nous avons suivi tous avec vous qu'il y a 30 000 personnes programmées déjà pour la retraite et d'ici la fin du mois d'août, il y aura le premier lot de 5 000 personnes qui vont partir à la retraite. Monsieur Daniel, non seulement qu'il a fait ça, il y a eu d'autres actions, notamment l'augmentation du salaire. Mais le plus important, vous savez c'est quoi? Il y a des personnes qui ont travaillé dans ces pays pendant 20 ans, pendant 10 ans, 15 ans, 18 ans, sans pouvoir être mécanisés. Autant de ministres qui sont succédés, je ne sais pas si c'était la mauvaise foi ou c'était juste le manque de la volonté politique ou la mauvaise foi. Ils n'ont pas été mécanisés. Mais, avec l'actuel ministre de la fonction publique, nous avons vu qu'en décembre de l'année 2021, il y a eu 22 000 mécanisations. Et ces mécanisations, on ne mécanise pas comme des mécanisations qu'on a vues en cascade avant les élections vers 2017-2018, que d'aucuns avaient qualifié que c'était des numéros matricules avec ambition électoraliste. Non. Les 22 000 qui ont été mécanisés, j'ai des amis parmi eux qui avaient 10 ans, 15 ans sans être payés. À la veille ou le mois prochain après la mécanisation, ils ont commencé à toucher. Et ça, en tant que républicain, je pense que ne pas reconnaître ces actions, en tout cas, c'est de la mauvaise foi. Il n'y a pas que ça. Vous êtes jeune. Vous avez besoin d'intégrer aussi peut-être la fonction publique. Mais, grâce à la mise à la retraite qui va s'opérer de 30 000 personnes, cela va donner lieu au rajeunissement tant voulu par la jeunesse. Si 30 000 personnes quittent les systèmes, c'est-à-dire qu'il y aura la place pour 30 000 nouvelles unités, mais majoritairement des jeunes. Et nous, en tant que jeunes, en tant qu'acteurs de développement, nous ne pouvons que soutenir. Donc, au regard de la question que vous m'avez posée, parmi les warriors qui réellement se distinguent, qui méritent le félicitations, si bien qu'il n'est pas peut-être le seul, mais en tout cas, des 3 warriors, je pense qu'il en fait partie. Il n'y a pas que ça. Au début de son mandat, nous avons suivi au cours d'un conseil des ministres où il avait dit que, après la vérification des fichiers, il avait découvert que l'État congolais, il y avait des personnes fictives, il y avait des doublons qui faisaient à ce que l'État congolais parvenait à perdre 20 millions de dollars par mois, estimé à 240 à 241 millions de dollars par année. Mais malheureusement, si vous suivez bien ces fictifs, ces doublons-là, pour la plupart, il y avait toujours des complicités des politiques. Mais une personnalité intègre pareille, je pense qu'il mérite les appréciations et les félicitations de l'ensemble de la population. Très bien.
Et je pense que le Premier ministre, il peut bien compter sur lui. Et s'il a 4 et 5 ministres pareils, en tout cas, ça peut booster le développement de notre pays. Très bien. Alors, pour terminer et passer à la dernière étape, je voudrais savoir quelles sont les recommandations que vous, en tant que politologue et coordonnateur de cette structure des actions citoyennes pour le développement, quelles sont les recommandations que vous pouvez faire directement au gouvernement congolais, au gouvernement Samalou-Kone? D'accord, je pense que eux-mêmes, ça fait partie déjà de leur leitmotiv, si bien que ce n'est pas encore mis en pratique. La réduction du train de vie, c'est la chanson de tous les gouvernements. On doit réduire le train de vie des institutions politiques. Au niveau de notre pays, nous avons des institutions budgétivores. Prenez l'institution comme le CNSAP là. Vous voyez? Ça encore, quelle opportunité d'exister cette structure. J'estime que c'est la meilleure recommandation. La population, non. La population n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est les institutions politiques qui coûtent beaucoup sur l'enveloppe, même salariale, de l'ensemble du pays, mensuellement. Donc, pour le moment, si on veut réussir, et j'estime qu'on doit éviter d'initier des programmes en cours d'année, les programmes non budgétisés. Ça handicape, à mon sens, l'action du gouvernement. Vous pouvez voir, ils sont en plein mandat, pouf, oh, programme 145 jours. Bouf, on signe de l'autre côté des contrats. Bouf, on initie de tel côté la construction de telles choses. Malheureusement, qui ne se réalise pas toujours. Et je pense que aussi, le président de la République doit commencer à sélectionner des personnalités intègres qui n'ont pas l'esprit de prédation. Vous voyez, nous venons de connaître vraiment une série de détournements, mais qui jusqu'à aujourd'hui, l'opinion s'interroge si les fonds détournés ont été retournés dans la caisse après arrestation, après traquage de tous ces détourneurs par l'IGF. Il y en a qui sont en prison, il y en a qui sont libres. Il y a l'honorable Willy Bakonga que je vois ces derniers temps même dans l'hémicycle. Il y a eu des problèmes de détournement. L'opinion s'interroge. Comme il est devenu libre, redevenu libre, l'argent qu'il était prétendu détourner était retourné dans les caisses. Aujourd'hui, il y a l'allié du président, l'honorable Vital Kamerhe, qui est libre. C'est quand même beaucoup d'argent. C'est quand même beaucoup d'argent. L'opinion s'interroge, est-ce que l'argent était retourné dans les caisses de l'État? On est en train de traquer Matata Pogno. On ne doit pas donner l'impression qu'on s'acharne sur le bien et les autres sont exonérés. Et j'estime que c'est parmi mes recommandations. C'est parmi mes recommandations. Très bien, pour peut-être acheter, parlons un peu de quelques départs des proches de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, PCT Kabound et Franck Djongo. Comment vous, en tant que politologue et coordonnateur d'une grande structure, des actions pour le développement, comment vous avez lu la sortie médiatique de Kabound et ce qu'est Franck Djongo? Bon, je vais plus parler de Kabound, parce que c'était plus lui le collaborateur direct du chef de l'État. Vous savez, en politique, on ne peut pas scier l'arbre sur laquelle, la branche sur laquelle on était ou on est assis. Je pense que c'est que l'honorable Jean-Marc Kabound a pu faire. Peut-être qu'il a toutes ses raisons, on ne connaît pas. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Peut-être qu'il avait toutes ses raisons que nous ignorons. Que nous ignorons. Mais même s'il a été radié, chassé, pour avoir travaillé avec le président Tshisekedi comme proche collaborateur, parce que tout ce qu'il a décrié dans sa sortie médiatique,
il en fait partie. Les jouisseurs, mais effectivement, il est le premier jouisseur. Il fait partie des jouisseurs, il fait partie des personnalités qui ont initié la jouissance du système. Les gens parlent de la maison, oui, il peut construire la maison, mais quand même, en un laps de temps comme ça inquiète. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? C'est de la jouissance aussi. Il a construit une école de plus de 300 000 $. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Il a détourné aussi. Donc, s'il a ingéré le président de la République comme étant détourneur, les systèmes dans l'ensemble, il fait partie de ces systèmes-là. Je pense qu'il n'aurait pu procéder à cette sortie. Par contre, il devait garder son silence. Parce que déjà, son silence inquiétait le proche du régime actuel, ceux qui sont proches du pouvoir. Ah, Kabound est calme. Pourquoi il est calme? Vous connaissez la position, par exemple, d'Ijikaka. Vous connaissez bien les Raïchi. Ça inquiète tout le monde. Et je pense que les petits silences qu'avait opté Kabound, ça commençait déjà à inquiéter. Et il devait encore prendre. Il ne pouvait pas faire, oh, on prend l'argent, on part avec ça dans le paradis fiscal. Vous ne connaissez pas sa position, il est calme et son silence-là inquiète tout le monde. On ne peut pas dire que ça n'inquiète pas, ça inquiète tout le monde. Et je pense que les petits silences qu'avait opté Kabound, ça commençait déjà un tout petit peu à inquiéter et il devait encore prendre le temps. Il ne pouvait pas faire, oh, on prend l'argent, on part avec ça dans le paradis fiscal. Même si c'est vrai, les sérieux serait si il pouvait dénoncer les jours où il avait vu, on prend ça et directement il se fâche que moi je suis républicain. On vole l'argent de l'État, de la population et il dénonce. Mais pourquoi il regardait partir? C'est que lui aussi, certainement il le faisait. Eh bien, moi je pense que cette sortie, ce n'est pas une sortie vraiment, je dis déjà entendue. Je peux les conseiller de garder silence. Mais il est pouvoir en place, il est convoqué aujourd'hui même au parquet près de la Cour de cassation pour la suite de sa comparution. Les chanteurs des droits des droits, parce qu'il a dénoncé ce qu'il ne pouvait pas dénoncer alors qu'il était au pouvoir, qu'il est poursuivi aujourd'hui. Bon, pas nécessairement. Vous savez, les institutions sont sacrées. Quand nous tenons nos discours, je pense que nous devons le faire avec responsabilité. Nous devons le faire avec responsabilité. Je pense que laissons le travail à la justice. Si il justifie ses propos, on va les relâcher. Mais s'il ne parvient pas à convaincre la justice, je pense qu'il va subir la force de la loi. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que la justice puisse procéder ou soit se révéler comme étant une justice à double vitesse, à deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, on laisse les autres et on traque les autres. Ça, non. Je pense que nous sommes dans un état dit des droits, tel que le président de la République lui-même et l'IDPS l'ont toujours dit. Et les droits et le vrai alors doit être dit dans les dossiers Kabound. Il n'a pas qu'à dire des faussetés. Il est libre. Il est libre. À mon sens, c'est un Congolais. À mon sens, c'est un Congolais. À mon sens, c'est un Congolais. Il a droit de tout faire. Mais pour juste recommander, pour juste demander à la population, une recommandation à la population, notre pays, d'aucuns ignorent que est attaqué par les Rwandais. Président Jean-Marc Kabound a annoncé sa candidature pour faire contre quoi Félix Tshisekedi. Comment vous trouvez sa position? C'est tout à fait normal. Moi, je suis républicain. Je viens de vous présenter ici ma structure Action citoyenne pour le développement. Kabound, c'est un citoyen. Il a le droit de postuler. On ne peut pas le lui interdire. C'est mon point de vue. Très bien. Est-ce que, rentrons un peu en province, focus provincial pour l'instant, quel est l'état? Je vous ai dit que vous êtes notable de la province du Haut-Lomami.
quel est l'état actuel de cette province après le nouveau gouvernement qui a été mis en place dernièrement? C'est sa promesse. Nous estimons que ça va promettre et ça promet. Et vous savez, Léo Lomami, c'est parmi les provinces qui ont connu un grand retard dans les provinces démembrées du Grand Katanga. Depuis le démembrement jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait que des motions sur motions, motion sur motion, et ça a beaucoup contribué au sous-développement. C'est ainsi que moi, en tant qu'acteur de développement, et surtout notable du Lomami, j'estime que quel qu'en sera le gouvernement, quel qu'en sera le gouverneur, qui provient du FCC, de l'Union sacrée, de la MOCA, je pense que la population doit soutenir les actions des autorités provinciales. Et j'estime qu'au regard de leur vision, ça va aller. Parce que nous voyons déjà il y a quelques actions qui commencent à être faites. Le gouverneur intérimaire qui venait de partir, il a fait sa part. En tout cas, il a fait sa part, il faut reconnaître. Nous souhaitons à Mme Isabelle, qui est notre gouverneure actuelle, en tout cas de conjuguer beaucoup d'efforts pour satisfaire la population. La population vraiment compte beaucoup sur eux. Et nous, en tant que notables, en tant que leaders d'opinion de cet espace, nous ne pouvons que soutenir les actions. Donc le Haut-Lomami, jusqu'à ce niveau, se porte à merveille. Ok, nous sommes arrivés à la fin. Un mot à la population qui souffre à l'Est. Nous avons parlé de l'insécurité, à la population qui manque la paix dans ces coins de la République. Et peut-être un dernier mot au gouvernement de Wanayor, un mot au président de la République, un mot à tous les jeunes qui vous suivent à l'instant, qui veulent non seulement adhérer à votre vision des actions citoyennes pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Je pense que j'ai assez parlé pour le gouvernement. Je préfère plus parler à la population de l'Est qui nous suit en ce net moment. Elle doit savoir que l'ACD les porte dans le cœur. Nous sommes avec eux. Ils doivent compter sur notre soutien, sur notre accompagnement. Et nous partageons la douleur et la souffrance. Et qui ne pensent pas que c'est seulement eux qui sont attaqués, c'est toute la République qui est attaquée. C'est pour cela que je recommande d'ailleurs à toute la population, comme l'a si bien dit le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liawa Kisangani, que lorsque l'avion est en plein vol et qu'un passager tente à jeter la pierre sur le pilote dans une zone de turbulence, l'avion risque de tomber et c'est tout le monde qui va périr. Et aujourd'hui, le pays est attaqué. Il ne sert à rien, en tout cas, sur la question du moins de l'Est, de la guerre de l'Est, de combattre les actions, les démarches prises par le chef de l'État pour éradiquer cette agression-là. Donc, soyons derrière le chef de l'État pour ce qui concerne l'Est du pays. Merci beaucoup. Au prochain numéro, nous reviendrons sur ACD pour parler un peu de son plan d'action. Quelles sont les activités que ce mouvement citoyen doit mener pour apporter plus à l'édifice de la République démocratique du Congo? Monsieur Fidèle Senga, merci beaucoup de nous avoir. Oui, merci beaucoup, mais pour ceux qui seront intéressés, peuvent nous joindre au 099 362 66 77. Très bien. Pour ceux qui vont nous suivre, le numéro sera peut-être Pierre. Mon numéro sera affiché au bas de l'écran pour ceux qui chercheront à entrer en détail avec M. Fidèle Senga, politologue et haut cadre notable plutôt du Haut-Lomami. Vous l'avez suivi. Moi, je vous dis merci. Merci à la grande équipe qui fait le tout possible pour que cette émission passe. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.